Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Sans langue de bois, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être fidèles à nos programmes. Nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de la Gazette du Togo où ce matin, nous recevons comme invité Dr Kodovi Obenton. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2020 au Togo. Il porte une nouvelle vision et avec la jeunesse, il envisageait construire un Togo nouveau dans lequel tous les citoyens et toutes les citoyennes se sentiraient égaux et égales devant la loi. Mais vous le savez, sa candidature n'a pas pu aboutir. Nous allons en parler tout à l'heure et évoquer bien évidemment les questions d'actualité, surtout ce que la nouvelle vision aurait fait face à la période de pandémie à coronavirus actuelle dont le contrôle semble échapper à plus d'un. Merci donc de rester fidèle à nos programmes. Appelez-moi Rodrigue Gallego, notre invité. Il est avec nous, Dr Kodovi Obenton. Bonjour. Bonjour, et je dis bonjour également à toute la jeunesse togolaise, à toute l'Afrique, à tout le monde. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver. C'est la première fois que vous êtes en direct dans cette émission, la Gazette du Togo, même si vos sorties sur les antennes sont diffusées également sur la chaîne. C'est votre première fois. Je suis très enchanté et c'est un plaisir pour moi d'être dans vos locaux aujourd'hui. Je vous félicite pour tout le travail que vous faites également pour l'avancement de la démocratie au Togo. Alors, docteur Kodovi Obenton, je le disais tout à l'heure, vous avez déclaré votre candidature. Il faut préciser que vous y avez consacré beaucoup de temps, sauf qu'à la dernière minute, contre toute attente, cette candidature a été rejetée. Et malgré tout ce que vous avez donné comme assurance à la jeunesse, vous avez cherché à comprendre ce qui n'allait pas. Dans un premier temps, vous sembliez ne pas être concerné puisque vous avez dit que ça ne peut pas être votre dossier. Mais après, on a compris que c'était le vôtre. Comment vous vous êtes senti? J'ai été choqué quand j'ai appris que ma candidature était invalidée par la Cour constitutionnelle. Choqué du fait que nous avions pris le temps de faire toutes les préparations possibles pour être dans les normes suivant la loi. Et nous avons été choqués de voir qu'à la dernière minute, sur des raisons non fondées, notre candidature a été invalidée. Mais au-delà de cela, nous avons aussi compris que notre pays, ou ceux qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui, sont dans la continuité de ce qu'ils sont en train de faire depuis longtemps. Ils ne veulent pas qu'une nouvelle tête, que la jeunesse émerge. Et c'est le combat que nous nous sommes assignés à faire. Pourquoi? Oui, on a été choqués, mais on n'a jamais été découragés. Donc oui, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Donc ça continue avec détermination. Et la nouvelle vision, nous nous portons très bien, nous continuons notre lutte jusqu'à la destination. Alors, nous avons suivi tous vos déplacements, vous y avez mis de l'énergie, vous avez mis beaucoup de moyens dans ces préparations-là et au finish, ça n'a pas été ce que vous auriez voulu. Est-ce une déception pour vous? Non, pas du tout. Il n'y a pas de déception. D'abord, avant de nous engager, nous savions que le terrain était glissant. Nous savions que ce n'était pas aussi par appui de bouton. Mais peut-être que nous ne sommes pas préparés du fait que nous serions éloignés de la course. Mais nous savons bel et bien que nous aurons des challenges sur le chemin. Donc, être dessus, non. Être choqué, oui. Mais aujourd'hui, nous dirons que nous n'avons pas encore eu. Ce n'est pas que nous n'avons pas eu ce que nous voulons, parce que c'est une marche de plus de 1000 km qui commence avec les premiers pas. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes plus au point de départ. Nous avions avancé, parce que nous avons déjà obtenu l'outil dont on a besoin pour vite évoluer. Non, pas encore. Mais est-ce que nous l'aurons? Avec assurance, bien sûr. Donc c'est pourquoi nous ne sommes pas déçus, mais nous continuons le combat. Nous avons été choqués, comme je l'ai dit, mais nous continuons le combat pour y arriver. Est-ce qu'après vous avez compris ce qui a pu véritablement se passer? En termes clairs, nous dirons que nous avons été injustement écartés de la course. D'autant plus que les raisons évoquées ne sont pas fondées. Et les raisons n'étaient rien d'autre que le nombre de signatures. Il fallait 2000 signatures. Il fallait 2000 signatures provenant d'au moins 10 préfectures. Et nous avions donné 5222 signatures provenant des 18 préfectures. Donc nous avons été
largement au-delà du nombre requis pour être dans les normes, peu importe le cas. Mais vous allez voir, ceux qui ont la chance de lire même le rapport de la Cour constitutionnelle sauront quand même que d'une manière très vague, on nous a dit que la plupart de nos signatures n'étaient pas retrouvées dans leurs données de base. Ce qui pour nous en un temps donné signifiait que beaucoup de personnes ont les cartes d'électeurs, mais qui ne sont pas dans les données de base de la CENI. Et ce qui est aussi grave par rapport à la qualité du fichier électoral. Donc ce sont des raisons qui sont évoquées, c'est les raisons de la signature qui nous a éloignés de la course, étant donné que je m'étais présenté comme un candidat indépendant. Et le candidat indépendant ne provenant pas d'un parti politique aurait besoin de 2000 signatures. Mais nous avions pris nos dispositions depuis que nous sommes engagés dans cette course, mais malheureusement ils ont injustement invalidé notre candidature. Alors, si c'était à refaire, est-ce qu'aujourd'hui vous aurez rempli toutes ces formalités sans difficulté? Je dirais que le problème n'était pas une question de formalité, c'était une question de rassurer ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce que dans l'analyse de la nouvelle vision, nous avons déjà dit qu'il y a peut-être 1001 moyens de faire les choses, mais la plus rassurante, c'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent savoir que l'avènement de la jeunesse au pouvoir n'est pas au fait une lutte des hommes contre des hommes. Ils doivent savoir qu'il y a une vie après le pouvoir. Ils doivent savoir que la jeunesse aujourd'hui est dans un sens de la continuité du pouvoir. La jeunesse est dans un sens de construire ce pays en ne cherchant pas à remettre ou bien en ne cherchant pas à combattre ce qui était là. Donc pour nous, si c'est question de formalité, peut-être si nous avions peut-être eu les 2000 signatures, ils auront trouvé d'une manière ou d'une autre d'autres raisons pour nous écarter. Mais le travail que nous devrions faire, c'est de les rassurer que nous ne sommes pas là pour combattre les intérêts des autres. Nous ne sommes pas là pour jeter les uns en prison après avoir pris le pouvoir, mais nous sommes là pour construire ensemble, main dans la main, avec tous les acteurs possibles, un Togo soudé, un Togo émergé, un Togo qui promet, un Togo qui rassure, un Togo qui permet à ces milliers d'étudiants de trouver emploi lorsqu'ils finissent leurs études, à ces employés de pouvoir vivre après leur retraite et à toutes les activités commerciales de pouvoir évoluer convenablement. Donc c'est ce Togo-là que nous voulons construire et non un Togo où le combat est un combat haineux, où il y a un camp qui est rigidement tendu contre l'autre et qui ne cherche le pouvoir que pour faire de la vengeance. Donc c'est le travail que nous aurons fait. Si aujourd'hui nous devons encore y aller, je pense que le travail que nous avons continué de faire rassure déjà que nous ne sommes pas là dans un combat des hommes contre des hommes. Alors vous venez d'évoquer la nouvelle vision dont vous êtes porteur puisque vous continuez la bataille et vous avez dit sur vos différents supports que vous étiez engagé à y mettre la passion, votre expérience, votre leadership. Et aujourd'hui, le Togo fait face à une période exceptionnelle où il y a beaucoup de défis à relever. Si vous aviez été au bout du processus, donc choisi par le peuple, que seriez-vous en train de faire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, à cause de la pandémie, on a le commerce qui est bloqué, toutes les affaires qui sont... Il y a un grand suspense autour, on ne sait plus qui fait quoi. Donc quand même se demande si ce pays est dirigé. Que seriez-vous en train de faire aujourd'hui? Oui, je pense que je serai en train de gouverner, en train de donner de la joie au sourire des jeunes Togolais. En train de démontrer que, peu importe la situation, on peut créer un Togo nouveau. Aujourd'hui, je serai en train d'échanger continuellement avec mon peuple par rapport à ce qu'on peut faire même dans cette situation. Comment on peut vivre avec Covid et tirer le meilleur. Comment nous pourrons faire asseoir une gouvernance équitable, une gouvernance qui rassure. Comment nous pourrons encourager notre diaspora à revenir investir, à soutenir l'économie. Comment nous devons avoir déjà sur pied un plan de relance économique, comme je l'avais proposé en début de crise, qui va permettre à ce que les PME, les PMI soient renforcés pour que nous puissions asseoir une économie montante. Oui, nous faisons face à une crise. Il faut à chaque fois échanger avec les experts de différents domaines, à chaque fois revoir le plan et l'aménager pour que le Togo puisse amorcer d'une manière exponentielle la relance économique. Donc je serai au four et au moulin dans différents secteurs en train d'échanger avec les experts de chaque domaine pour que nous puissions relancer convenablement notre économie.
Alors, au lendemain donc, de l'élection présidentielle, où votre adversaire, je veux dire adversaire politique et idéologique peut-être, Faure Gnassingbé a été proclamé vainqueur par la Cour de la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle. Le Togolais est resté dans l'expectative. On attendait la nomination de Premier ministre, la composition de gouvernement, parce que les défis étaient nombreux, ou restent encore nombreux aujourd'hui, et venaient s'ajouter à peine l'avènement du coronavirus. Alors, on a comme l'impression que le contrôle échappe. Comprenez-vous le flou qui entoure toute cette situation-là? Pour le moment, ce serait un peu anticipé de dire quoi que ce soit par rapport à la gouvernance, parce que d'abord gouverner, ce n'est pas une petite chose, mais c'est délicat. Néanmoins, je pense qu'il doit y avoir certainement un problème, parce que si nous comprenions que l'avènement du Covid, du Corona-19 a bouleversé beaucoup de choses, et que les priorités peut-être ont changé de nom ou bien de camp, il est aussi normal de savoir que le pays doit évoluer. Oui, il y a eu élection, il y a eu proclamation d'un président, et dans les normes des choses, il doit y avoir un gouvernement qui nous conduit. Néanmoins, je pense que le gouvernement togolais a proclamé l'état d'urgence, et quand on est en état d'urgence, ça veut dire que les priorités de l'État peuvent changer. Donc aussi aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'état d'urgence. Je crois comprendre que c'est ce qui explique la non-formation du nouveau gouvernement. Mais ce que je pourrais dire, c'est que le nouveau gouvernement soit formé ou pas, ce qui est, c'est que le pays continue d'évoluer. Parce qu'il y avait d'autres personnes là-bas, les institutions continuent de marcher. Je pense que c'est l'essentiel pour le moment. Et ce qui pourra être peut-être les points de discussion, moi, à mon niveau, c'est la mise sur pied d'un programme de relance qui permettra à ce que l'économie, que les Togolais est suyé. Donc il va falloir quand même que, peu importe le cas de formation ou de non-formation, il faut que le Togo, il faut que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui fassent tout pour relancer rapidement notre économie. En attendant de parler du plan de relance dont vous avez fait mention tout à l'heure, je rappelle que si cette pandémie a semblé bouleverser un peu les attitudes gouvernementaux, ou les attitudes du gouvernement, je vais dire, vous, à votre niveau, vous êtes resté égal à vous-même, malgré tout. Vous avez continué vos contacts, vous avez continué vos sensibilisations, vous avez continué vos échanges à travers tous les supports avec la jeunesse, les différentes couches sociales. Vous êtes allé loin jusqu'à voler au secours des communes. Quelles sont vos réelles motivations? La motivation n'a jamais changé. C'est de voir un Togo sourire, un Togo émerger, un Togo y faire beau vivre, un Togo où le jeune Togolais ne va plus définir la réussite par l'obtention d'un visa européen ou américain. Un Togo où chaque acteur qui se met au travail peut faire sa vie, peut construire son avenir parce qu'il a des opportunités. Un Togo où il y a la sécurité, un Togo où il n'y a pas l'abus de pouvoir. Donc c'est cette motivation que nous avions eue depuis le début qui nous anime aujourd'hui et qui va nous animer même dans le futur. Donc c'est pourquoi même après les échéances, mais tant que les Togolais sont toujours soucieux, tant que les étudiants sont toujours là sans support, tant que les enseignants sont là sans avoir des supports techniques, tant que les employés sont là sans pouvoir vivre de leur salaire, les mamans dans le marché sans avoir des apports qu'il faut, nous allons continuer par nous battre. C'est pourquoi, après cela, nous ne sommes pas assis pour dire bon, on attend 5 ans ou bien on attend l'affaire de Covid. Nous allons continuer avec ce que nous avons à trouver la solution togolaise. Mais c'est pourquoi même ça nous a plu lorsque le gouvernement a lancé l'appel à tous bons citoyens, à tous citoyens possible d'intervenir, de pouvoir supporter d'une manière financière la lutte contre le Covid. Oui, notre mouvement Nouvelle Vision n'est pas resté différent. À cela, nous avions, avec une petite enveloppe de 1 million, supporté également le plan de relance, le plan de combat lancé par le gouvernement, et nous avons fait beaucoup d'actions dans plusieurs domaines pour démontrer que nous sommes là, nous avons notre vision, nous continuons à marcher vers, même si l'outil principal dont nous avons besoin n'est pas encore dans nos mains, nous allons continuer le combat. C'est pourquoi vous allez voir que depuis, nous sommes restés égaux à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la vision est la même, la motivation demeure la même.
Alors, pour certains observateurs, à travers toutes vos actions, après que vous n'ayez pas pu participer à l'élection présidentielle, vous serez peut-être en train de faire un clin d'œil pour un poste gouvernemental. Est-ce que c'est le cas? Bon, si c'est le cas, je pense que ceux qui le disent devraient savoir que peut-être que je serai au gouvernement depuis. J'ai toujours dit, et je continuerai pas à le dire, que je suis là, je mettrai mon expertise, je mettrai mes ressources, je mettrai ma disponibilité au service de ma jeunesse. Maintenant, si je dis au service de ma jeunesse, c'est pour atteindre un objectif donné, c'est pour atteindre une vision donnée. Mais s'il y a une opportunité qui me permettra de pouvoir accélérer mon engagement vers ma finalité, je ne manquerai pas. C'est justement pourquoi, même après l'invalidation de ma candidature, j'ai continué à partager ce que j'avais conçu comme plan de développement avec les autres acteurs pour que chacun de nous puisse tirer quelque chose de ça. Donc si aujourd'hui les gens pensent que non, c'est pour faire un clin d'œil, bon, peut-être ils auraient raison parce qu'ils ont vu beaucoup de personnes, beaucoup de nos aînés qui ont fait ceci et cela. Mais pour moi, quand je vis au Benton, je ne suis pas en train de rechercher une position. J'ai besoin des opportunités qui me permettront d'arriver à destination. Et ces opportunités peuvent aller dans n'importe quel rang. Si je devrais être peut-être un médecin pour le faire, je le serai. Si je dois être un gardien de but pour le faire, je le ferai. Mais tant que j'ai besoin de l'outil, je ferai tout pour l'avoir pour arriver à destination. Donc pour moi, ce n'est pas une recherche de position qui serait ma finalité. Sinon, ceux qui me connaissent peut-être de l'autre côté vont témoigner que bon, un poste de ministre au Togo par rapport à 8 ans aux États-Unis, avec tout ce que j'ai, tout ce que je faisais, je ne pense pas que c'est compatible. Donc vous devez comprendre que mon engagement n'est pas une ambition, c'est une mission. C'est quelque chose que j'ai reçu, je me sens en joie quand je me Est-ce sacrifie. une prophétie aussi, puisque ces derniers temps, la prophétie, on en entend parler partout. Non, je veux au moins me mettre un peu à l'écart, de me ranger dans la lignée des prophéties ou pas, mais c'est une conviction. Mais quand ça va se réaliser, quand j'aurai atteint mon objectif, je pense que j'aurai beaucoup plus d'outils pour expliquer ce que j'ai pu sentir depuis le début, comment je l'ai fait et comment je suis arrivé à destination. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est par conviction que je m'engage. C'est pas par ambition, mais je suis dans ma mission. Je suis ce que mon cœur me dit et je suis certain que, étant donné que je conçois également que la magistrature suprême est une émanation divine. Étant donné que je conçois que chaque nation a une destinée, je pense que ce qui doit être sera. Et c'est pourquoi je m'engage, je continue et j'arriverai à destination à coup sûr. Docteur Konjovi Benton, notre invité dans l'émission Sans langue de bois. Alors nous quittons un peu, on va dire, tout ce qui tourne autour de nouvelles visions pour aller, puisque de l'autre côté aussi au Mali, il s'agirait peut-être d'une nouvelle vision. Ce que d'aucuns appellent coup d'état sanitaire de la junte militaire qui suscite une sorte de cours de la CEDEAO. Alors, une sorte de cours, je dirais, de la CEDEAO. Comment analysez-vous la situation des populations qui affichent ou qui manifestent leur mécontentement, des organisations de la société civile qui se mobilisent aux côtés des formations politiques de l'opposition? Et puis, du coup, c'est l'armée qui intervient, qui dit fin de la récréation, et puis tout est parti. Malheureusement, la CEDEAO n'est pas d'accord. Comment vous analysez tout ça? Maintenant, on aurait souhaité que nos pays évoluent d'une manière démocratique, où la passation du pouvoir d'une personne à une autre soit démocratique. Mais quand on dit démocratique, oui, c'est ça je voulais dire, quand on dit démocratique, nous voudrions mettre l'accent sur la voie électorale. Parce que, bon, si on voit même la levée des populations aussi est démocratique. Mais il faudrait que nos dirigeants comprennent aujourd'hui que ce qui anime nos populations, c'est que nous sommes dans une situation malheureuse. Il y a plusieurs personnes qui se débrouillent mais n'arrivent pas à destination. Il y a plusieurs personnes qui s'engagent à faire quelque chose mais ne trouvent pas d'opportunité. Mais au même moment, nous constatons je dirais des gaspillages au niveau de ceux qui sont en direction de l'appareil de l'État. Mais c'est ce qui fait que la population est révoltée de voir que, au-delà de vos mandats, vous voulez d'une manière démocratique encore chercher à prolonger pour rester là. Parce que si vous êtes là,
et que je suis malheureux, et que vous voulez prolonger votre mandat, ça veut dire que vous voulez prolonger ma misère. Donc la population se révolte parce qu'ils ne sont pas bien gouvernés. Et ils ne sont pas bien gouvernés parce qu'ils n'ont pas des leaders qui ont un modèle de gouvernance qui permet une utilisation optimale des ressources de nos États. Donc c'est ce qui fait que à chaque moment qu'il y a une tentative de renversement de pouvoir. Non, une tentative je dirais, de prolongement de pouvoir, les peuples se soulèvent. Donc c'est ce qui a causé également le cas du Mali, où les Maliens ne sont pas, leur situation n'est pas enviable. Donc quand ils ressentent que peut-être très bientôt, le président fera tout, et pour encore... c'est ça, c'est ce qui a fait que non, ils ont dit, la récréation doit terminer, il faudrait que d'autres personnes viennent pour voir ce qui peut aller. Donc je dirais que oui, ils ont raison d'exprimer leur mécontentement, mais ceux qui sont là et qui n'ont pas encore vécu la situation malienne doivent comprendre qu'ils peuvent tout faire pour l'éviter en cherchant à résoudre le problème de nos peuples. Et s'ils sont là, plus de 2 mandats, ils n'ont qu'à passer la main à la nouvelle génération et à aider ceux qui vont venir à bien construire notre pays, nos pays, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans une paix et que la passation ne soit plus des passations violentes ou de révolution, mais que ça soit d'une manière électoraliste où après même cette passation, l'on peut se tenir les mains. Cela nous relance sur la perception de la chose par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Il a dit, si vous saviez combien d'années il m'a fallu pour préparer Fagon Coulibaly, son premier ministre qui devait être son dauphin. Alors aujourd'hui, est-ce un échec si on constate qu'après 2 mandats, on semble dire qu'il n'y a plus personne pour diriger le pays, ou bien une insulte, doit-on dire, à l'endroit de la population ou du peuple? Je dirais les deux. L'échec et l'insulte. L'échec, pourquoi? Parce qu'en tant que leader, tu ne peux mesurer ta performance que lorsque tu as derrière toi ceux qui peuvent te représenter valablement. C'est comme si vous êtes un chef mécanicien et après 5 ans, vous n'avez aucun de vos apprentis qui peut faire un boulot. Mais vous êtes quel enseignant, vous êtes quel mécanicien? Vous voulez aller où? Donc je pense que c'est un échec de voir qu'après 1 mandat, 2 mandats, les gens disent que nous n'avons pas quelqu'un. Et au-delà de ça, quand vous dites que vous êtes président, vous préparez quelqu'un. Moi je dis, préparer quelqu'un pour prendre le pouvoir, au fait c'est un abus de langage. D'autant plus que vous pouvez donner d'opportunité à quelqu'un de prouver sa présidentiabilité au peuple, afin que le peuple démocratiquement puisse choisir cette personne. Parce que ce qui se fait dans certains pays, c'est comme si je quitte le pouvoir, je passe la main à telle ou telle personne, alors que la main n'appartient pas au président, la main appartient au peuple. Oui, en tant que président, il faudrait préparer la jeune garde, la jeune génération à pouvoir être capable de diriger, de bien diriger. Donc, c'est donner l'opportunité à ces gens de prouver leurs compétences au peuple pour qu'au jour des élections, ils puissent être élus. Mais dire aussi que j'ai pris le temps de préparer mon dauphin, je pense que c'est un abus de langage. Nous devons cesser ça en Afrique. Alors, continuons avec, parlant d'Alassane Dramane Ouattara, c'était par rapport à la CEDEAO, comme je l'avais dit, et qui n'est pas du tout d'accord, par rapport à tout ce qui se fait au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO serait en train de faire fausse route en matière d'approche du règlement de la crise? Parce qu'on a l'ultimatum qui doit prendre fin le 15, si, en tout cas, la CEDEAO voudrait que l'armée transmette le pouvoir, donc la transition à un civil. Le 15 septembre prochain, vous qui prônez la nouvelle vision, qu'en dites-vous ces injonctions de la CEDEAO qui a manqué de discipliner en quelque sorte, je vais dire, ce dirigeant-là qui a entraîné cette situation qui prévaut? Pour être capable de discipliner, il faut avoir la crédibilité. Et la CEDEAO aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous, populations, pouvons espérer d'autres. Parce que c'est un regroupement des chefs d'État, et un regroupement des chefs d'État qui, au fait, dans la plupart des cas, ne respectent pas la constitution de leur pays. Même s'ils les respectent, ils trouvent des ouvertures. Ils les respectent à leur manière. À leur manière. Donc, quand c'est un regroupement des chefs d'État qui sont là pour se souder
je pense qu'ils ne peuvent rien donner aux populations que de pouvoir chercher à endosser leurs camarades. Mais ce qui est aujourd'hui, quand ils disent qu'ils donnent des ultimatums à tel ou tel pays, il faudrait quand même qu'en tant qu'organisation de la sous-région, qu'ils puissent avoir les moyens de leurs décisions. Parce que ce seront des échecs sur échecs. Quand, par exemple, la CEDEAO dit « je donne l'ultimatum jusqu'au 15 et qu'au 16, rien ne se produit ». Donc je pense quand même qu'avant de parler également d'ultimatum, il faut que nos chefs d'État essaient de parler, de converser avec nos populations pour qu'ils puissent aussi revoir la crédibilité dont il faut afin de pouvoir s'imposer à nos populations. Sinon, ça va causer des conflits entre États, c'est-à-dire des États contre cette institution. Parce que là, dans la ville, ou bien dans la rue, partout, quand on parle de la CEDEAO, vous allez voir combien de jeunes aujourd'hui refutent même la manière d'agir de la CEDEAO. Donc quand vous n'avez pas cette crédibilité et vous voulez vous imposer, vous discipliner plutôt, je pense que c'est difficile. Donc j'attends de voir après le 15 ce qui va se passer. Et j'ose croire quand même qu'ils ont peut-être joué ce rôle diplomatique, mais ils auront le fair play déjà sur le terrain pour discuter avec cette population afin de voir dans quelles conditions la passation du pouvoir de la main des armées peut aller simplement et facilement dans la main des civils pour l'organisation de nouvelles élections. Face au syndrome de 3e, 4e mandat en vogue dans l'espace CEDEAO, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la conséquence est sans appel, manifestation des populations, répression, arrestation, dialogue, accords non respectés, et ainsi de suite. Alors, le président bissau-guinéen et le président nigérien Muhammadu Buhari, entre autres, semblent déclarer la guerre aux adeptes des mandats de trop, même si c'est resté jusque-là à l'étape verbe ou à l'étape déclaration. Docteur Odevi Oubenton, sans langue de bois, quelle est votre position sur cette question? Retoucher la Constitution, remettre les compteurs à zéro et puis mettre à côté les 2 mandats qu'on a passés pour reprendre un nouveau premier mandat. Moi, je pense que sans langue de bois, faire plus de 2 mandats ou bien chercher démocratiquement à repousser, à élargir vos mandats est une démonstration de manque de compétences. Parce que quand vous êtes un chef d'État et que vous avez 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans, et vous avez mis sur pied une gouvernance éclairée, mais vous devez avoir d'autres qui peuvent poursuivre le combat. Vous pouvez toujours continuer à participer à la création ou bien à la consolidation de ce que vous avez engagé, mais en étant plus président. Mais quand vous êtes président, vous êtes un ancien président, il n'y a pas de loi qui vous dit que vous ne pouvez pas continuer à apporter votre connaissance, votre sagesse, vos expériences pour la construction de votre nation. Mais quand vous êtes là déjà, vous commencez à réfléchir, à avoir des mandats de trop, vous allez voir que votre gouvernance ne sera rien que de résumer tout par rapport à comment faire pour rester encore une fois. Mais ce comment faire pour rester encore une fois ne satisfait pas les besoins sociaux de nos populations. Parce que vous serez plus que politique. En toute chose, vous allez choisir qui sera là pour vous garantir votre maintien au lieu de chercher qui sera là pour pouvoir remplir le travail et satisfaire la population. Donc déjà, quand vous avez des mandats de trop, vous ne faites rien que de mettre sur pied toute politique pouvant vous maintenir. Et déjà, après les 2 mandats, vous avez une guerre naturelle contre le peuple, contre beaucoup de personnes. Et c'est ce qui fait que, tant qu'ils font déjà 3 mandats, ils chercheront le 4e et le 5e mandat. D'autant, puisque après ce mandat, ils se voient déjà en danger. Et quand vous êtes déjà en danger, vous cherchez sûrement à vous protéger. Et la seule protection qu'ils ont aujourd'hui, c'est de maintenir le pouvoir. Donc ceux qui ne l'ont jamais, ne l'ont pas encore fait, moi je les encourage de ne pas chercher à le faire. Ceux qui sont déjà dans le 3e, 4e mandat, ils doivent tout faire. Même si en mi-mandat, ils peuvent le faire. Faites tout pour pouvoir surprendre le monde d'une manière joyeuse. Faites tout pour pouvoir éclairer vos populations en cherchant à donner l'opportunité à la jeune garde de prendre à d'autres personnes, de continuer le travail pour sauvegarder, pour garder cette crédibilité autour de vos familles et autour de vos institutions.
Et des fois, il y a des raisons valables, notamment la crainte, par exemple, de voir le pays sombrer dans une crise profonde où il y aurait des règlements de compte, etc. Et ça permet, ou ça amène certains chefs d'État à maintenir le cap aussi longtemps qu'ils ont encore le souffle de vie. Je dirais qu'ils ont toujours des raisons, mais leur raison n'est pas la raison. D'autant plus que ce sont des gens qui cherchent des raisons pour justifier leur maintien au pouvoir. Mais est-ce qu'ils ont la décision de vie ou de mort sur leur vie? Mais quand vous dites aujourd'hui que vous n'avez personne et vous avez peur que le pays va sombrer après vous, et si demain vous ne vous levez pas, est-ce que le pays va s'arrêter? Non, ça va continuer. Donc déjà, vous êtes en train de parler de votre échec en disant ça. Mais c'est honteux de voir des présidents qui ont des backgrounds respectables, qui disent que j'ai peur que mon pays ne sombre, c'est pourquoi je vais faire un mandat de plus. Non. On nous a appris à l'école que lorsque vous rentrez dans une classe d'examen, le premier jour, vous pensez déjà à l'examen. Donc quand vous êtes président, déjà le premier jour, pensez au jour où vous devez partir et faites tout pour que ce que vous auriez réalisé parle en votre nom. Aujourd'hui, le problème que nous avons en Afrique, c'est que les gens ont gouverné et ils se sont fait servir du peuple. Ils ont tout fait pour ne pas prendre leur temps pour travailler pour le peuple, mais puiser du peuple. Et les 10 ans passent très rapidement lorsque vous n'êtes pas au travail. Ce qui fait qu'à la fin des 10 ans, ils sont surpris. Et là, ils savent qu'ils n'ont rien réalisé. Et c'est pourquoi ils parlent de pays va sombrer. C'est pourquoi ils parlent de je n'ai pas une numéro 2. C'est pourquoi ils parlent du fait que j'ai préparé quelqu'un qui n'y est plus. C'est pourquoi il y a tant de raisons qu'ils cherchent. Mais ces raisons ne sont pas fondées pour moi. Parce que, étant président ou pas, j'ai dit que je participerai à la création, à la consolidation de l'économie de mon pays. Mais aujourd'hui, si je me suis engagé, c'est parce que je vois là un instrument qui pourra m'aider d'accélérer. Mais j'ai été ôté, mais j'ai continué mon combat. Même si l'allure ou bien l'élan est réduit aujourd'hui, mais je continuerai jusqu'à ce que j'ai l'outil qu'il faut pour arriver à destination. Et si j'arrive à destination, même sans l'outil, je ne le rechercherai plus. Parce que pour moi, je ne ferai pas une carrière en devenant président. C'est un outil, c'est un instrument pour arriver à une finalité. Ce n'est pas une fin en soi. Donc c'est justement la raison pour laquelle moi je dis et je redis que ceux qui sont là en tant que président, ils disent qu'il n'y a pas ceux qui peuvent les aider, ceux qui peuvent prendre le pouvoir après eux. Et ceux qui sont là et disent que le pays va sombrer lorsque je ne serai pas là, ils ont déjà loupé. Qu'ils cherchent à voir comment ils peuvent reprendre la main avec ceux qui sont autour d'eux pour pouvoir sauver le peu qu'il reste. Sinon, on dit chez nous au Togo que il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Justement, c'est dans cette logique aujourd'hui, les penseurs, les leaders d'opinion sur le continent pensent que la CEDEAO doit se discipliner, la CEDEAO doit se réformer. Alors, dans la perspective de la nouvelle vision, quelle formule permettrait d'éloigner l'Afrique de l'Ouest du spectre de ces mandats de trop? Bon, il faudrait que nous arrivions, ceux qui sont là dans l'institution CEDEAO doivent être déjà crédibles. Le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui sont là, qui sont anciens, même que certains, parce que si vous êtes dans vos premiers ou deuxième mandats, donc ceux qui sont là avant vous sont déjà en faute et sont vos aînés. Mais ce qui rend difficile, c'est les majors de la classe. Les majors de la classe. Donc ce qui rend difficile, la création, c'est-à-dire l'application de certaines lois. Mais s'il doit y avoir une condition où, si vous n'êtes pas en règle avec ce que nous décidions, mais c'est que le peuple... Ce qui doit arranger la zone CEDEAO. Il faudrait les enlever de la CEDEAO. Il faudrait que ces présidents qui ont déjà fait 2 mandats soit enlevé même de la commission, afin que le travail soit différent. Vous êtes d'accord avec le président du Sao guinéen? Bien sûr, parce que quand vous êtes là et que vous avez déjà fait 3 ou 4 mandats, vous êtes nos aînés, vous êtes peut-être plus riches, ou bien mon pays a besoin de quelque chose de votre pays. Mais vous dire que vous avez fait un mandat de trop et que vous devez partir, vous devez le laisser, c'est difficile. Donc c'est pourquoi la CEDEAO n'est pas fonctionnelle. Donc si on doit créer peut-être une autre réunion des jeunes chefs d'État qui aiment leur pays et qui veulent réellement se souder pour faire asseoir la démocratie, qu'ils le fassent. Parce que la CEDEAO que nous avons aujourd'hui,
ça ne peut plus travailler. D'autant plus que nous continuons à avoir d'autres qui veulent devenir des majors de 3e année, de 4e année, de 5e année même dans la classe de la CEDEAO. Alors, docteur Kodjovi Obenton, aujourd'hui, comme on le dit, c'est un défi à relever. Revenons un peu à la nouvelle vision des échéances électorales qui auront lieu en 2025 pour les élections législatives, la présidentielle. D'aucuns parlent de régional ou de préfectoral. Comment la nouvelle vision se positionne-t-elle face à ces différentes échéances? Déjà, pour l'échéance de 2020, nous avions décidé à notre état-major de concentrer notre énergie sur la présidentielle. C'est ce qui a fait que nous n'avons pas été candidats aux législatives ni aux élections locales. Malheureusement, ça s'est passé, comme vous l'avez déjà souligné en début d'émission. Mais maintenant, nous avons, d'une manière constitutionnelle, une autre élection présidentielle qui vient en 2025. Maintenant, entre cette élection-là qui vient de se passer et l'autre, il y a une possibilité d'avoir trois autres élections. Et les régionales, si ça tient, il y a les législatives et les locales. Maintenant, avec notre état-major et avec nos ambassadeurs, Dr Ton, autour de la vision, nous sommes en réflexion pour définir un plan stratégique qui nous permettra d'arriver à destination, sans pour autant perdre de vue que notre finalité n'est pas seulement l'obtention du pouvoir. Notre finalité, c'est d'avoir l'outil pour arriver à destination, qui n'est rien d'autre que la satisfaction du bien-être, la création du bien-être, du mieux-être du Togolais. Maintenant, est-ce que nous devons nous préparer pour les élections locales, les régionales ou les législatives? Je pense que nous sommes aujourd'hui en pleine discussion par rapport à cela, mais sans pour autant anticiper. Je pense que ce sont des possibilités à considérer par rapport à la nouvelle vision. Et très bientôt, lorsque le plan stratégique serait publié, je pense qu'il y aura beaucoup de jeunes dont nous aurons besoin, qui seront à nos côtés pour défendre cette nouvelle vision dans leur commune, dans leur région et au niveau des institutions, pour qu'on puisse asseoir une vision qui permettra la création du Togo soudé et du Togo émergé. La jeunesse togolaise face au défi d'une nouvelle vision, c'est le thème choisi pour cette émission, du moins ce numéro de l'émission Sans langue de bois. Alors, quelle approche pour amener la jeunesse togolaise à une prise de conscience collective pour s'assurer un avenir radieux? C'est la question fondamentale, mais bien avant, dites-nous, docteur Obenton, vous êtes jeune, comme la classe émergente aujourd'hui, la jeunesse, qu'on étouffe comme un poussin dans l'œuf. Quelle analyse faites-vous de cette jeunesse togolaise? Rapidement, il y a certains hommes politiques, notamment Nicolas Lawson, qui en parlent comme des capitaux morts. On les voit jouer au rideau, au jeu de dames, au football. Quand on parle par exemple aujourd'hui d'un match de Champions League, on voit un peu partout dans les vidéoclubs, sur les trottoirs, un peu partout on voit un attroupement monstre de la jeunesse, la crème de l'avenir du Togo. Et sur les réseaux sociaux, cette même jeunesse ne s'adonne qu'à des insultes plutôt qu'à des idées constructives. Sans langue de bois, c'est le nom de l'émission. Quel regard jetez-vous sur cette jeunesse togolaise? D'abord, je dirais que non seulement la jeunesse togolaise est étouffée par nos politiques, mais ils sont arrivés à ôter de cette jeunesse la possibilité de réfléchir, de penser, d'être créatif. C'est pourquoi vous allez les voir dans ce genre d'activité où les gens s'adonnent au support des footballs étrangers, à des films, à des séries sur la télévision et d'autres choses. Maintenant, pour changer, voilà le constat. Et c'est parce que nos politiciens sont là et veulent tout faire pour se maintenir au pouvoir. Mais pour se maintenir au pouvoir, ils ont besoin de rendre trop pauvre la population afin que cette population soit un outil pour le soutien de leur politique. Et leur politique n'a que pour finalité le maintien du pouvoir. Mais c'est la raison pour laquelle cette jeunesse est laissée, elle est déboussolée et n'arrive plus à réfléchir. Et là, tu ne peux pas commencer à réfléchir tant que tu crèves de faim à chaque fois. Tu ne peux pas continuer à réfléchir. Après avoir eu ta maîtrise, tu restes à la maison, tu ne trouves même pas d'opportunité pour conduire le Sénégal.
tu ne peux pas réfléchir. Si après ton doctorat, tu n'as même pas un boulot qui te paie plus de 100 000 francs. Mais vous avez des situations qui font que la jeunesse togolaise n'arrive plus à réfléchir. Mais moi, l'espoir que je retrouve en les Togolais, c'est qu'il y a au moins une diaspora consciente qui peut d'une manière ou d'une autre contribuer à changer cette donne. Une diaspora qui semble aussi décevoir ces derniers temps. Oui, bien sûr, bon, ça dépend. Si on dit une diaspora consciente, je parle de la plupart. Parce que la plupart, c'est-à-dire ceux que nous sommes des exemples de cette diaspora qui nous sacrifions pour venir rester parmi nos camarades, pour vivre leur réalité et changer les choses. Donc je pense qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont là, ceux qui continuent d'investir malgré même les contraintes économiques qu'ils ont, malgré les politiques très difficiles ici dans ce pays, ils continuent d'investir, de créer des emplois. Je pense qu'il y en a. Donc quand on met des accents sur ceux qui sont si positifs, je pense que ça nous avantagerait. Mais on ne peut pas changer cette réalité lorsque nous manquons d'éduquer. Et nous manquons de motiver, nous manquons de donner espoir à notre jeunesse. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut des agents vecteurs, il faut des leaders transformateurs, il faut des ambassadeurs qui sont des lucioles qui peuvent éclairer cette jeunesse. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers la nouvelle vision. Parce qu'à la nouvelle vision, nous créons des ambassadeurs partout, ceux qui sont là et qui peuvent reconnaître que la manne viendra du ciel est un adage déjà révolu, que nous devons tout faire pour pouvoir changer de paradigme afin d'atteindre notre finalité. Nous devons tout faire pour être créatifs. Nous devons tout faire pour éviter de continuer à dire que c'est l'autre qui a fait, mais de se lever et de faire quelque chose. Et nous devons tout faire pour mettre à contribution, pour optimiser le minimum de ressources que nous avons autour de nous, au moins, afin que nous puissions changer les choses. J'ai toujours donné des exemples. Cet exemple à la jeunesse, lorsque je m'entretiens avec les jeunes, que nous ne sommes pas pauvres parce que nous sommes au Togo. Nous sommes pauvres parce que nous sommes Togolais. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? L'exemple que je donne pour mieux comprendre, c'est que j'ai demandé à 5 jeunes un jour, quand on déplace tous les Américains avec le président et on le met au Togo, en supposant que l'espace n'est pas un problème, et quand on déplace tous les Togolais avec notre président et on les met aux États-Unis, sur le territoire américain, vous voyez que la plupart des jeunes veulent partir, surtout aux États-Unis. Mais dans cette condition où on a fait ce que les Américains peuvent appeler swap des populations, dites-moi, ils vont aller où? À chaque fois quand je pose cette question, les gens disent, mais si les Américains seront là avec le président, je préfère rester au Togo où les Américains vont venir. Mais quand vous analysez cet exemple, vous comprenez que les jeunes veulent rester là où les gens réfléchissent, là où les gens sont créatifs. Donc ce n'est pas le pourquoi ils ont choisi de rester au Togo, c'est parce qu'ils savent que ceux qui seront sur le territoire togolais peuvent rechanger, redorer le pays, reconstruire ce pays, et peut-être que le Togo de ce nouveau monde sera meilleur aux États-Unis d'aujourd'hui. Donc c'est pourquoi ils ont choisi d'être ici. Donc le travail que nous devons faire, c'est la mentalité, c'est de changer la mentalité des Togolais, parce que nous sommes capables. Prenez celui que vous pouvez appeler fainéant ici, prenez-le et laissez-le aux États-Unis, après 6 mois, revenez le voir. Même sans être à l'école, vous allez voir qu'il a changé, vous allez voir qu'il a évolué, vous allez voir que sa réflexion a tellement évolué. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans un référentiel qui lui permet d'évoluer. Et c'est de quoi nous avons besoin au pays. Nous avons besoin maintenant d'un leader qui nous permet de créer un référentiel qui va motiver les jeunes Togolais à se mettre au travail, qui va permettre à ceux qui nous gouvernent, à chaque individu, à n'importe quel poste, de pouvoir rendre service à sa population et non de se servir de ce poste pour s'enrichir. À chaque leader, à chaque niveau, de savoir que quand vous avez une position donnée, vous avez des responsabilités. Parce que le leadership, après tout, ce n'est pas une position, c'est une responsabilité. Donc c'est ce que nous voulons créer. Et donc sans ce changement de mentalité, nous ne pourrons pas atteindre le niveau de nos rêves. C'est pourquoi moi je continue à encourager surtout ceux qui ont le courage de l'essayer, de ne pas se décourager, que nous pourrons le faire en changeant un Togolais à la fois. Avec cette nouvelle vision, nous pourrons créer des Togolais références. Aujourd'hui, on n'a pas de référence. Quand on dit par exemple, je veux réussir comme,
Vous allez voir, les gens ont dit, je veux réussir comme une personne comme Bill Gates. Pourquoi on ne pas dit, je veux réussir comme Coco? On veut jouer comme Cristiano Ronaldo. Exactement. Comme parce que nous n'avons pas des références qui motivent. Donc c'est ces références que nous devons créer dans toutes les régions. Nous avons seulement 5 régions. Il suffit aujourd'hui que le régime en place mette un système où on peut créer 100 jeunes brillants Togolais dans chaque région, les aider pour que ces jeunes Togolais, ces jeunes brillants puissent développer ce qu'ils ont autour d'eux, puissent faire d'eux encore d'autres 100 personnes comme eux. Et vous allez voir que dans un laps de temps, nous serons remplis d'être Togolais motivés à faire quelque chose. Nous aurons des références dans chaque région. Moi, je veux avoir des gens qui peuvent me dire, je veux réussir comme Tanko Tomato. Je veux réussir comme Kokou, l'agriculteur. Je veux réussir comme Maman Jeanne, la commerçante. Voilà des références que nous devons créer. Mais on ne peut pas avoir ces références si le système est là pour décourager. On les avait hier avec les nanabens. Justement. On n'en a plus. Justement, c'est pourquoi nous devons créer notre identité. Et c'est pourquoi nous avons besoin des leaders qui accompagnent ces jeunes générations. C'est pourquoi nous avons besoin que ceux qui sont là et qui l'ont fait depuis plusieurs années ont eu le même résultat, qu'ils passent la main à la jeune génération pour que nous puissions tous ensemble, main dans la main, construire ce pays, ce beau pays. L'émission Sans langue de bois, nous sommes pratiquement en train de, je dirais, nous sommes en train d'aller vers le temps qui nous est imparti, ça file vite, et le thème, la jeunesse togolaise face au défi d'une nouvelle vision. Alors la question fondamentale, quelle approche pour amener la jeunesse togolaise à une prise de conscience collective pour s'assurer un avenir radieux? Vous l'avez suivi tout à l'heure avec notre invité, Dr Kodjovi Obenton. Il a évoqué la question qualité de ressources humaines qui doit permettre donc une certaine émergence. Et comme le président de la République actuelle l'a dit, quoi qu'on puisse dire, libéraliser les énergies. Est-ce que vous voyez une certaine libération des énergies? Aujourd'hui, je peux dire, je ne vois que des projets en projet, des jets de projets un peu partout dans le gouvernement. On a un projet costaud qui va révolutionner le Togo, le PND, le développement. Justement, le PND, dans sa conception, j'ai parcouru à plusieurs reprises. C'est un bon projet, mais comme tant d'autres projets que nous avons connus dans ce pays. Mais avoir un projet n'est pas le problème, il faudrait que ce projet soit réalisé et que les résultats puissent permettre aux populations de vivre. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons des jets de projets où à chaque projet, les gens sautent sur ça pour devenir riches. Et la population est toujours souffrante, alors que la dette publique continue d'agrandir. Donc oui, il y a de beaux projets, mais il va falloir asseoir vraiment une gouvernance autocontrôlable où ceux qui sont responsables de tel ou tel projet puissent avoir ce que nous appelons la redevabilité devant la loi, devant la responsabilité. Mais il n'y a pas, vous allez voir, il y a un problème de pétrole qui est là, on ne sait pas là où on est, et il y a tellement de choses dans nos institutions qui font qu'à des moments donnés, on ne sait même pas s'il y a vraiment un système de gouvernance mis sur pied ou bien on est là seulement pour se maintenir. Donc je pense quand même que, comme vous l'avez déjà dit, pour le chef de l'État actuel qui a dit de libéraliser les institutions, il faut que ça soit accompagné d'un système de gestion autocontrôlable qui permettra aux hommes de ne plus avoir la force de décision, mais que le système soit là pour pouvoir aider tout le monde à arriver à destination. Aider tout le monde à arriver à destination, c'est une question de vision, et une vision nécessite des outils nécessaires et aussi et surtout des ressources humaines qualifiées. Aujourd'hui, bon nombre de Togolais pensent que le système éducatif ne répond plus aux attentes futures, ne répond plus aux défis à relever. Dans la nouvelle vision, vous avez un programme, vous avez accordé, je dirais, une marge importante au système éducatif que vous avez envie de calquer, pas pratiquement, pas une sorte de transposage, mais calquer un peu sur le système des Nations Unies. Là, vous avez évolué. Qu'en est-il? Ça tient toujours? Oui, bien sûr. D'abord, je dirais que le programme éducationnel d'un pays est basé sur la vision du pays. Et la vision définit des valeurs. Et ces valeurs deviennent maintenant la source des programmes éducationnels. Quelle est la vision de notre pays? Nous voulons aller où? Allons-y seulement. Nous voulons aller où? Donc, quand il n'y a pas cette vision, vous allez voir que le système éducationnel ne serait rien d'autre qu'une réplication de ce que les autres font dans leur pays et une accumulation d'états.
Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, on nous dit, dans nos sociétés, il y a des gens qui ne sont pas souvent soudés. Combien de fois on fait des groupes de travail, des équipes de travail dans nos écoles? Vous allez voir aujourd'hui que les gens cherchent, on se dit que dans les entreprises, les gens cherchent à faire du mal à d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on dit, pour évoluer, il y a deux manières. Soit je me force pour aller devant toi, ou bien je te ramène derrière moi. Mais dans nos salles de classe, j'ai toujours donné cet exemple. Si on vous donne une interrogation, et Kokou a 17 au moment où j'ai eu 7. Et le professeur dit, Kokou, 17. Jules, 7. Fainéant. Mais le jour où Jules aura 6, c'est moins que le 7 qu'il a eu. Et Kokou qui avait 17 à 5, Kokou serait content. Pourquoi? Parce que il a dépassé l'autre. Donc c'est tout ce que nous recherchons. Donc ce qui veut dire quand même que le dépassement dans la médiocrité. Donc tout ce que nous recherchons, tout ce que nous cultivons dans nos écoles, sont ce que nous vivons dans nos institutions. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas une vision. Nous devons avoir un pays à vision. Et cette vision doit développer des valeurs. Et ces valeurs doivent animer, alimenter nos programmes scolaires. Sans ça, nous n'arriverons pas. Aux États-Unis, comme vous l'avez dit, vous voyez même des petits sketchs où on dit Tom Sawyer. Comment vous dire que l'Américain est fort? L'Américain est le numéro 1. L'Américain est toujours uni. Ce sont des valeurs qu'il cultive. Aujourd'hui, quand vous allez voir les Togolais, on dit le Togo est amené à Philippe. C'est pour dire que nous cultivons la négativité. Mais si nous ne changeons pas de mentalité et que nos systèmes éducatifs n'arrivent pas à pouvoir soutenir les valeurs que nous recherchons dans le futur, on peut beau avoir des diplômes, mais on ne va jamais changer ce pays. Docteur Aubin Kodjo-Vitton, vous êtes resté avec nous depuis le début de cette émission qui s'achève ici. Quel est votre dernier mot au regard de tous les sujets évoqués dans ce numéro de l'émission Sans langue de bois? Sans langue de bois, je m'adresserai à ma génération, je m'adresserai à la jeunesse togolaise. Je voudrais les rassurer qu'ils doivent avoir de l'espoir. Parce que le Togo de demain commence à se construire aujourd'hui. Et ça ne sera pas fait sans nous. Et ça sera fait avec nous, pour nous, et ensemble avec chacun de vous. Le temps est là. L'heure a sonné. Que les gens veulent ou pas, la nature va les imposer. Aujourd'hui, il est temps que nous puissions nous mettre au travail pour la construction de notre Togo. Jeune Togolais, quel est ton rêve? Quelle est ta vision? Si vous vivez sans vision, vous vivez sans avoir un rêve, sachez que vous n'êtes pas encore dans le bateau. Il est temps que chacun de nous puisse avoir une vision, puisse se lever et se dire « Yes, I can and I will » comme le disait quelqu'un. Nous pourrons le faire, nous pourrons construire ce Togo soudé. Nous devons être fiers de notre nation, de notre passeport, de notre nationalité. Et personne ne le fera, sinon nous-mêmes. C'est pourquoi ensemble avec la nouvelle vision, je vous rassure que nous allons construire un Togo soudé, un Togo émergé, où chacun de nous serait fier de s'appeler, une fois encore, Togolaise ou Togolais. Docteur Aubin Kodjo-Vitton, je rappelle que vous êtes leader de la nouvelle vision. Merci pour cette disponibilité que vous nous avez accordée dans une circonstance spéciale. Merci beaucoup et je remercie toute l'équipe, la technique et tous ceux qui nous suivent un peu partout et tous les supporters de la Gazette, tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre des philanthropes au soutien de ces émissions. Continuez à le faire, je pense que vous êtes en train de faire aussi un travail formidable qui rentre dans la consolidation de la démocratie et dans la création de notre Togo de rêve. Merci à vous. Du rejet de la candidature de l'homme dans son élan pour présider aux destinées du Togo, à la question, même la quintessence de la nouvelle vision, nous avons scruté tous les sujets. Partant donc du côté du Mali, où la junte militaire tient la tête à la CEDEAO, nous sommes revenus au pays, parler de cette jeunesse togolaise. Vous avez suivi les différents apports de notre invité, à chacun de nous d'en tirer profit et de retenir tout simplement que tout se bâtit sur une vision. Et quand on a la vision, un Togo nouveau sera encore possible. Merci donc à toutes et à tous qui nous avez suivis. Derrière les caméras, nous avons une équipe assez forte. Fokoku qui est là, Jacques Amouzovi qui est là, et la technique assurée par Yacinthe, également la réalisation et la coordination Ildefonse Akpa qui a appelé moi Rodrigue Aego. Merci également à toute l'équipe qui a accompagné notre invité, sans oublier mon cher ami Villerakou. Alors, on se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube de la Gazette du Togo. Bonne suite. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise
et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.